La Bibliothèque nationale de France. La philosophie du quotidien entre à la bibliothèque avec un cycle de conférences dont la première édition est consacrée au thème du corps, décliné dans tous ses états. Aujourd'hui, la philosophie du langage corporel par Julia Bockel. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle conférence du cycle consacré à la philosophie du corps. C'est la dernière conférence avant la trêve estivale, donc pas de conférence en juillet et en août. Le cycle reprendra en septembre avec une conférence consacrée à la nourriture. Nous allons aujourd'hui nous intéresser à la philosophie de la danse et à l'expression corporelle en compagnie de Julia Bockel. Bonjour Julia Bockel. Bonjour. Vous êtes docteur en philosophie, vous enseignez l'esthétique à l'Université de Lorraine et vous êtes chercheuse associée aux archives Henri Poincaré. Est-ce que vous pouvez nous dire rapidement ce que sont ces archives Henri Poincaré ? Oui, bien sûr. Alors, c'est un laboratoire d'histoire des sciences et de philosophie que nous appelons donc aussi Archives Poincaré puisqu'il contient un certain nombre de documents relatifs à l'existence et aux recherches de Henri Poincaré, mais aussi de Jules Villemain, donc des correspondances notamment. Et ce laboratoire d'histoire des sciences et de philosophie à Nancy a fusionné avec l'Institut de recherche interdisciplinaire sur les sciences et les technologies de Strasbourg. Et donc, ces deux laboratoires, ensemble, rassemblent des scientifiques, des philosophes, des sociologues, des historiens, spécialistes donc des différents domaines que sont les mathématiques, la philosophie, l'histoire et la théorie de la littérature et des arts. Et c'est dans ce contexte que j'ai réalisé, grâce à un axe en fait du laboratoire qui est en partie voué à des questions d'esthétique philosophique, que j'ai pu réaliser une thèse sur la danse, donc de manière dans une méthode plutôt qui est celle de la philosophie analytique, donc une philosophie argumentative, et ce laboratoire donc examine aussi, notamment en son sein, des questions relatives aux arts, à notre connaissance des arts, à notre manière d'appréhender une œuvre d'art et de la comprendre, etc. Des questions dont certaines, du coup, seront présentées ici lors de cette conférence. Très bien. Vous avez également étudié et pratiqué la danse contemporaine au Conservatoire de Nancy. Vous pratiquez toujours la danse ? Alors, hélas, non. En fait, après mes études au conservatoire, j'ai retenté de m'inscrire dans des écoles ici et là. Et puis finalement, c'est le yoga qui a pris le dessus et la course à pied. Donc, j'ai toujours des pratiques corporelles, mais un petit peu différentes, mais qui finalement me conviennent aujourd'hui. D'accord. En 2015, vous avez publié aux presses universitaires de Rennes « Esthétique de la danse, le danseur, le réel et l'expression ». En 2018, chez Carnet Nord, vous avez publié « Danser une philosophie », ouvrage qui a reçu le prix des rencontres philosophiques d'Uriage en 2019. Oui. Et le thème de la conférence d'aujourd'hui est donc la danse et l'expression corporelle. Alors, peut-on dire que la danse est un langage ? Quelle sorte de langage pourrait-elle être ? Et plus fondamentalement, que peut dire un corps ? Nous vous écoutons. Merci. Alors, je tiens d'abord à remercier très chaleureusement, très vivement Éric Mougenot, William Miconnet, François Nida, Laurent Pélisson, tous les organisateurs et techniciens qui permettent à cette conférence d'avoir lieu aujourd'hui. Je suis très contente de m'interroger dans ce contexte sur le corps et l'expression par le corps. Vous verrez que j'ai choisi une problématique assez large qui, j'espère, quand même saura vous montrer sa continuité. Alors, pour introduire un petit peu le sujet, je voudrais m'intéresser à la philosophie, au philosophe ou à la philosophe et à son rapport au quotidien. La philosophie, en ses différents domaines, la métaphysique, l'épistémologie ou théorie de la connaissance, l'éthique, la politique, ou l'esthétique, comme nous en parlions à l'instant, traite de questions ou de problèmes essentiels liés à des concepts généraux ou des notions universelles dont les plus fondamentales subsistent depuis l'Antiquité. Aussi, lui reproche-t-on parfois aujourd'hui son abstraction, son détachement de la vie quotidienne ou son inutilité. C'est un petit peu pour placer le sujet dans cette question du quotidien. Intellectuels désincarnés, les philosophes ne sont pas dans l'existence, puisqu'ils la contemplent, activité futile qui, en pratique, ne fait pas avancer le monde.
L'absence de réponse unanime ou définitive à leurs questions montre bien la vanité de leur agitation conceptuelle. Et pourrait-il un jour dire enfin ce qu'est exactement la conscience ou notre âme, si nous sommes libres ou déterminés, et si nous pouvons être vraiment bons et heureux, est-ce que, au fond, cela changerait grand-chose? Les philosophes n'existent que par l'esprit et n'ont que mépris pour les préoccupations matérielles. Mais à quoi bon développer une intelligence et une sagesse solides dans un corps si impotent, plutôt que de s'entêter à se demander ce que sont les choses, pourquoi elles sont ainsi, et si elles auraient pu ou devraient être autrement? Il faut simplement vivre, agir, éprouver l'existence, en avoir une expérience sensible, directe, et épouser le mouvement ou le changement du monde. Alors, ce portrait fait-il justice à la philosophie, ou au philosophe, ou à la philosophe? Nous y répondrons en conclusion de cette conférence, après avoir examiné le sujet du jour. L'intitulé qui m'a initialement été proposé est Pleurer, rire, danser, la philosophie du langage corporel. J'ai choisi de le conserver dans l'intention d'essayer d'élargir de manière renouvelée la réflexion au-delà de mon champ habituel d'étude, qui est la philosophie de la danse. Et ce vaste sujet suppose que l'on s'intéresse donc aux émotions, à leur manifestation par le corps, et à l'idée que celles-ci forment un langage d'une certaine sorte qu'il conviendrait de définir. Alors tout, bien sûr, ne pourra pas être dit en une heure, mais ce titre reste le point de départ d'une réflexion sur les notions d'expressivité et d'expression émotionnelle par le corps et le mouvement. Alors quel rapport entretenons-nous avec nos émotions? Les subissons-nous? Certaines, en effet, telles qu'une joie intense ou un effondrement de tristesse, peuvent se manifester plus spontanément par des rires, des pleurs, des gestes ou même une danse que par des mots. Faut-il ainsi laisser le corps parler à sa manière, entre guillemets, et comment comprenons-nous ce qu'il nous dit, entre guillemets encore, sans mots? Au contraire, afin de vivre sereinement, faut-il savoir tempérer, contenir, museler, voire refouler ses émotions et sentiments? En somme, les émotions sont-elles nos précieuses alliées dans l'existence, ou plutôt des troubles à redouter, à combattre ou à soumettre à la puissance de la volonté et à la rigueur de la raison? Et enfin, dans quelle mesure le terme de langage du corps est-il approprié lorsqu'on parle de la danse ou des émotions, des manifestations émotionnelles? Nous exposerons dans un premier temps différents aspects de la conception négative des passions et de leurs expressions corporelles dans l'Antiquité, puis au Moyen-Âge, avant, dans une seconde partie, de nous intéresser à la maîtrise volontaire des émotions par le sujet pensant, rationnel de la philosophie moderne. Enfin, nous interrogerons la pertinence de ce dualisme fort qui a longtemps opposé la passivité du corps et de la vie sensible et émotionnelle, d'une part, à l'activité de l'esprit, de l'intelligence, de la raison et de la volonté, d'autre part. Alors, j'ai une première partie donc intitulée « Le corps, esclave des passions et du mal ». Ça fait un peu peur, mais c'est le titre que j'ai choisi. Cette première partie vise à montrer comment des conceptions de l'irrationalité des passions et des émotions sous-tendent, depuis l'Antiquité, la discrimination des pratiques physiques et expressives que sont les danses à différentes époques. Cette vision nous est notamment transmise par des métaphores platoniciennes bien connues qui font du corps le tombeau de l'âme, dans le Gorgias de Platon, et la métaphore qui fait des passions un attelage de chevaux impétueux que le cocher doit apprendre à dompter dans le Phèdre de Platon. Donc, le cheval blanc nous mènerait vers le ciel des idées, tandis que le noir nous dirigerait vers le sol, le monde immanent, le monde du désir perpétuel. Alors, première sous-partie de cette grande partie consacrée au corps esclave des passions et du mal, cette première sous-partie, je l'intitule « Désordre des passions et danse laide immorale » dans l'Antiquité grecque.
D'abord, examinons quelques expressions courantes, quotidiennes, que nous pouvons employer. Agir sous le coup de l'émotion, être en proie à la colère, perdre ses moyens, sortir de ses gonds, tomber amoureux, rougir de honte, éclater de rire ou fondre en larmes. Ces expressions langagières décrivent des réactions émotionnelles quotidiennes qui pourraient être rassemblées sous une sorte d'expression générique que nous utilisons parfois, selon laquelle le corps nous trahit. Cette formule étrange, ambiguë, paradoxale et en même temps familière, suggère au moins deux idées opposées. Alors d'une part, cela suggère que le corps n'est pas tout à fait nous-mêmes, puisqu'il a la possibilité de nous trahir, comme l'ami intime qui, en quelque sorte, nous connaissant mieux que nous-mêmes, peut ainsi se retourner contre nous, devenant notre pire ennemi. Mais d'autre part, cela suggère au contraire que le corps est en quelque sorte le vrai nous, la partie de nous la plus authentique, cachée, où résident les secrets qui risquent, dans des circonstances inattendues, de jaillir spontanément et de se révéler au grand jour lorsque tombe notre masque. Alors cette ambiguïté, suis-je mon corps? Ne suis-je que mon corps? Est au cœur de l'épineux problème de l'identité personnelle et même de l'authenticité du moi. Qu'est-ce qui fait l'authenticité de ce que je suis, mon moi authentique, lequel est exposé notamment par Blaise Pascal, mais que nous traiterons ici seulement indirectement. Le problème ici est celui de cette tension entre le corps que nous sommes, qui nous accompagne quotidiennement dans toutes nos tâches, et ce même corps en tant que nous le connaissons mal ou peu, ce même corps que nous négligeons, auquel nous ne nous intéressons pas et que nous connaissons finalement assez peu. Ce constat que le corps incontrôlable a souvent un temps d'avance, qu'il nous devance, s'exprime avant nous, malgré nous ou contre nous, et que nous pouvons donc être surpris, gênés, embarrassés par nos propres réactions physiques spontanées, rire nerveusement, bafouiller, se mettre à trembler, avoir des trémolos dans la voix, crier, se bloquer le dos, etc., etc. Ce constat sous-tend une conception dualiste, selon laquelle le corps mènerait une sorte d'existence mouvementée, parallèle à la nôtre, c'est-à-dire à notre esprit conscient au domaine de nos décisions et actions volontaires, contrôlées. Ce qui pose problème est que ces deux entités ou réalités qui correspondent à la distinction de Platon entre, d'une part, le monde sensible, ce monde des sensations physiques, et d'autre part, le monde intelligible, ou encore ces deux substances qui, chez Descartes, sont la substance étendue, la matière, et la substance pensante, l'esprit. Eh bien, le problème est que ces entités ou réalités ou substances se désaccordent et peuvent entrer en tension, en conflit. Et le fautif est presque toujours le corps, le sensible. En effet, nos sensations, pour Platon, nous éloignent de la connaissance de la réalité en ce qu'elle nous trompe. Et c'est aussi le cas dans de fameux exemples que reprend René Descartes, que donne René Descartes bien plus tard. Donc les sensations, chez Platon, ne nous présentent que les choses multiples, diverses, changeantes de ce monde matériel. Ce monde matériel qui est donc le monde sensible. Donc de ces choses, les sensations ne nous présentent que des simulacres, comme le dit Platon, qui sont en quelque sorte dégradés par rapport à la vraie réalité qui, selon lui, est intelligible, immuable, accessible au seul intellect, et qu'il appelle le ciel des idées ou des essences. Donc, c'est-à-dire, en fait, ce sont les définitions des choses. Je vais développer un petit peu parce que c'est un peu technique. Dans cette conception de Platon, l'art de l'imitation, donc ce qu'on appelle en grec la mimésis, qui donne lieu aussi à la traduction maintenant plutôt de représentation plutôt que d'imitation, le fait de présenter une image de la chose, donc de présenter une seconde fois. Donc dans cette conception platonicienne, l'art de l'imitation, dans certains spectacles de pantomime, on retrouve l'idée du mime, de l'imitation dans la pantomime, la danse qui s'appelait la pantomime dans l'Antiquité,
eh bien, cet art de l'imitation et certaines formes de pantomime peuvent être considérées comme nous présentant de ces choses matérielles déjà dégradées que l'apparence potentiellement illusoire. Donc, c'est une présentation de second degré, comme je l'ai dit. Et par exemple, pour illustrer un petit peu cette théorie qui peut surprendre, qui est un peu contre-intuitive sans doute, produire l'image d'un lit ou la représentation d'un lit, l'imitation d'un lit, c'est présenter de ce lit seulement une apparence visuelle et non pas la réalité ou l'essence du lit, c'est-à-dire ce qui fait du lit ce qu'il est, par-delà les différences singulières, donc sa définition. L'image du lit n'est finalement qu'une occurrence singulière représentant tel ou tel lit pour mes sensations visuelles, mais ne me donne pas à connaître la vérité immuable, universelle de ce qu'est un lit. Alors, Platon considère ces activités mimétiques, tout comme d'ailleurs l'inspiration qui nous tombe dessus, qui fait que l'on est hors de soi. Ça, c'est ce qu'il écrit dans Lion. Ces activités mimétiques sont menaçantes pour la paix de la cité et du citoyen. Elles sont instables, non fiables, irrationnelles, comme on dirait plutôt à l'époque classique. Ainsi, tout comme la poésie, certaines danses laides, manquant de sérieux, les danses comiques, les danses moqueuses, qui mettent en scène l'ironie, ou alors les danses dionysiaques, désordonnées, devraient être bannies de la cité grecque antique parce qu'elles sont immorales. Elles encouragent la distraction, la confusion, le désordre dans la cité. Donc, chaotiques, inappropriées, elles imitent, là je cite Platon dans Les Lois, au livre 7, elles imitent les corps laids par des gestes bas et ridicules, écrit Platon, et plus généralement d'ailleurs à cette époque en Grèce, Platon n'est pas le seul à les critiquer, sont jugées négativement les danses de pur divertissement, lesquelles sont vues comme frivoles, ridicules, efféminées, et surtout inutiles et dangereuses parce qu'elles détournent le citoyen de son éducation et de son accomplissement. En somme, le corps ne doit pas se livrer à une expression spontanée d'émotions qui nous échappent et peuvent nous égarer. Platon et d'autres, dont le personnage de Craton dans le De la danse de Lucien, que j'ai commenté dans mon dernier ouvrage, invitent à se méfier donc de cette instabilité du monde sensible et du jaillissement immédiat, déroutant des manifestations émotionnelles et de l'immoralité des pratiques vues comme non productives pour l'existence citoyenne. Ces danses ont un caractère douteux, je cite à nouveau Platon dans Les Lois, et il écrit « Toute danse bachique », donc inspirée du dieu Bacchus, qui mime le dieu Bacchus, et les autres semblables, qui tirent, dit-on, leur nom des nymphes, des pans, des silènes et des satyres, où l'on contrefait des personnages ivres. Tout ce genre de danse n'est ni pacifique, ni guerrier, et il n'est pas facile d'en définir la nature, écrit-il donc dans Les Lois. En somme, si le corps a un langage, il doit être, dans l'Antiquité, et notamment pour Platon, bien construit, lisible, et véhiculer un sens moralement acceptable par des danses que Platon qualifie de belles danses. Ce sont pour lui, elles sont de deux types, deux grands types, deux grandes catégories. D'une part, les danses pacifiques, et d'autre part, les danses guerrières. Et ces danses, les pacifiques ou guerrières, doivent faire l'éloge tour à tour des qualités morales, de la force provenant de virtus, une connotation, la force physique finalement exprime aussi la vertu morale comme une force. Donc l'éloge de qualité morale, de la force et de la maîtrise de soi. La vigueur, la précision de gestes droits, tendus, agiles, la puissance du corps expriment les meilleures qualités de l'âme et suscite ainsi l'admiration des spectateurs. La beauté, comme je le disais à l'instant, est donc à la fois sensible et morale. Le beau exprime le bon. Ces danses convenables et édifiantes participent à la bonne éducation citoyenne et concourent à la paix de la cité. Alors,
Si dans l'Antiquité, les passions doivent être modérées dans le cadre d'une sagesse attentive au bien de la cité et aussi au bien-être, on aurait pu aussi parler éventuellement d'Épicure et de son invitation à une modération des désirs et des plaisirs, eh bien, au Moyen-Âge, c'est le salut de l'âme qui est en jeu. Donc, ça me conduit à ma deuxième sous-partie de cette grande partie que j'intitule « Émotions passives et danse vicieuse », donc au Moyen-Âge. Après avoir abordé une expérience sensible commune, le caractère incontrôlé et désordonné des sensations, des émotions et de certaines activités physiques, c'est sur la dimension passive, assujettie du corps, révélée par des expressions comme être sous le charme de quelqu'un ou paralysé, tétanisé de peur, ou encore rester sans voix, que nous insistons ici. La passivité vient du grec pathos, d'où viennent aussi les termes de passion, pâtir, souffrir, pathologie, etc. Et l'idée ici est que nous subissons ce qui vient du corps, lequel n'est pas en notre pleine possession, et tend à nous enliser, à nous affaiblir, voire à nous perdre tout à fait. Le Moyen-Âge est traversé par la distinction platonicienne des danses bonnes ou mauvaises, qui reflètent, on l'a vu, l'affrontement dans lequel sont prises, à l'époque médiévale, les émotions. Le combat ou le duel cosmique, comme l'appelle un auteur que je vais citer tout de suite, entre le bien et le mal, les vertus et les vices, le salut et la damnation, mais aussi la nature et la grâce. Donc des dualités qui sont examinées dans des traités édictés dans des règles de vie monastique ou pensées, par exemple, par Augustin dans les Confessions. Alors, dans une étude, je m'appuie ici sur une étude de Warren Peset, en partie, intitulée « Les émotions et le moi chez quelques théologiens du Haut Moyen-Âge » en 2013. L'auteur de cet article analyse la position de l'homme entre Dieu et le diable, ces êtres infiniment plus puissants que lui qui le possèdent. Et il essaie, dans ce cadre, d'expliquer ce que peut être une émotion au Moyen-Âge, selon lui et les théologiens, son interprétation des théologiens. L'émotion, écrit-il, dont l'essence même est de s'imposer à la conscience, semble une marque, une preuve de cette possession. Et Peset appuie son propos en citant saint Ambroise « Notre cœur et nos pensées ne sont pas en notre pouvoir. Elles se répandent dans notre esprit et notre âme pour y jeter la confusion. Qui est assez bienheureux pour toujours croître en son cœur, mais qui peut y arriver sans l'aide de Dieu ?» Donc c'est saint Ambroise, le début du De Fuga Saeculi. Si l'Église est le corps du Christ, les réprouvés sont au Moyen-Âge le corps du diable, d'après Jonas d'Orléans dans les Actes du Concile de Paris de 829. Je reprends les références de Warren Peset dans cet article, toujours. Les émotions, seulement si Dieu le veut, peuvent nous sauver. Ce n'est pas en notre pouvoir, c'est l'idée qui nous intéresse ici. La passivité des émotions, ou l'absence de prise véritable sur les émotions. Dans ce contexte, qu'en est-il de la danse ? Alors, les pères de l'Église condamnent fermement certaines pratiques corporelles vues comme diaboliques et propices au péché, au débordement des vices, de l'orgueil, surtout en tant que spectacle, et de la luxure. Là, je m'appuie ici sur les propos d'Adrien Belgrano dans un ouvrage paru récemment, en 2020, Une nouvelle histoire de la danse. L'interdiction, explique l'auteur, vise essentiellement les pratiques païennes, notamment au 7e et 8e siècle. Comme spectacle, la danse est généralement appréhendée avec méfiance ou interdite. Les clercs, par exemple, n'ont pas le droit d'y assister, justement parce qu'elle encouragerait les vices dont on a parlé tout à l'heure, l'orgueil notamment. Et parfois, l'homme apparaît comme soumis à une tentation diabolique de danser qui le sépare du corps du Christ. En effet, dans plusieurs récits qui rejettent la danse, les exemples-là, ces récits qui visent l'explicitation d'un sermon et le salut de l'auditoire, le diable lui-même prend la place d'un musicien et incite à la danse.
Et le plus célèbre et pérenne de ces récits, de ces exemples-là, est celui des danseurs maudits de Kolbik, lesquels, ayant refusé d'interrompre leur danse dans le cimetière du village pour aller assister à la messe de Noël, furent maudits par le prêtre et contraints de danser sans cesse pendant 1 an, jusqu'à ce que soit mort s'en suive ou au moins s'en suivent de terribles douleurs. Donc, si l'on s'intéresse à cette tentation diabolique et à ces 3 degrés repérés par Grégoire le Grand dans la Regula Pastoralis, ces 3 degrés sont la suggestion, donc la suggestion par l'ennemi, le diable, la délectation, deuxièmement, la délectation de la chair, et enfin le consentement de l'esprit. La danse, bien sûr, est particulièrement concernée par le second degré qui pose problème, celui de la délectation de la chair, du plaisir de danser. Mais on remarque ici, c'est ce point qui nous intéresse, que bien sûr la suggestion est première. On est soumis à la tentation de danser. Ainsi, comme le résume Warren Peset, l'ordre de l'affect, pour en revenir aux émotions, est désubjectivé au profit de puissances supérieures et invisibles qui le manipulent. Alors, qu'est-ce que cela signifie ? Le sujet, au fond, n'existe pas au Moyen-Âge et la personne n'est pas vraiment libre, au sens où elle n'est pas la principale cause de ses actes et de ses pensées. Autrement dit, l'individu subit ses émotions et ses pensées qui ne lui appartiennent pas. Alors, c'est pourquoi le secours de la toute-puissance, de Dieu, est indispensable pour combattre l'ennemi, le diable. En définitive, notre seul pouvoir serait de s'abstenir d'agir, de ne pas céder aux tentations, dont celle de s'adonner ou de se livrer à certaines danses qui expriment et encouragent le vice. Donc, au début de la Renaissance, les différentes pratiques médiévales, qu'elles soient religieuses, chrétiennes, liturgiques et monastiques, ou laïques, païennes, des danses paysannes ou des danses de cour, sont soumises à une surveillance vigilante et à une régulation scrupuleuse. De manière toujours encadrée, réfléchie, digne et spirituelle, les chrétiens dansent en diverses occasions. Il y a de nombreuses danses au Moyen-Âge, aussi bien dans le cadre liturgique, notamment pour le culte des saints et des reliques, qu'en d'autres circonstances. Cela s'explique par la présence, et c'est toujours le même auteur que je cite, Adrien Belgrano, dans la nouvelle Histoire de la danse, cela s'explique par la présence dans la Bible de plusieurs passages favorables à la danse. Alors, la première épouse de David est punie par Dieu pour avoir méprisé son mari qui dansait devant l'Arche d'Alliance. L'Ecclésiaste 3:4 affirme qu'il y a un temps pour danser, et le Christ lui-même affirme « Nous avons chanté pour vous, et vous n'avez pas dansé » dans Matthieu 11:17. Ainsi, les philosophes, historiens, théologiens et académiciens montrent une préférence marquée, théorisée pour les danses expressives de la joie, d'une part, et de l'ordre de l'univers, d'autre part. Les danses sont de joyeuses et harmonieuses célébrations de Dieu ou des dieux. Au XIIe siècle, ce sont plutôt les dieux païens, à travers l'imitation de l'ordre cosmique, des mouvements circulaires des astres et des relations entre les éléments de la nature ou du son du tonnerre. Alors, sous l'influence de Platon, qui encourage la danse modérée et l'oppose aux pratiques excessives et désordonnées, les danses médiévales, généralement collectives, ce sont plutôt des danses de groupe, font l'objet d'une véritable éthique de la modestie. Elles requièrent la maîtrise et la retenue du corps, manifestent un sens de la mesure et de l'organisation chorégraphique par des mouvements contenus, tempérés, sans débordement. Le regard et les déplacements suivent des directions précises dans l'espace, dessinant des formes géométriques déterminées, certaines en forme de lettres qui ont des significations particulières,
et peu à peu codifiées dans des lignes droites, des cercles, des demi-cercles, des spirales, par exemple. Ces danses chargées de signification reflètent des hiérarchies sociales, sont appropriées à leur contexte, symbolisent ou célèbrent une victoire militaire, par exemple, ou glorifient le pouvoir du roi. En somme, elles doivent être travaillées, lisibles, construites, soigneusement composées, et refléter ce qui fait sens dans le monde. Par exemple, un exemple de danse proche des danses traditionnelles paysannes est la carole. Il en est largement question entre le XIIe siècle et le XIVe siècle. C'est une ronde chantée où le chant et le mouvement sont profondément indissociables. Puis il y a toutes ces danses de cour auxquelles parfois le roi et la famille du roi participent, qui permettent aux spectateurs également de rejoindre les danseurs à un moment et dont on voit apparaître les premiers dessins et les premières partitions, notamment donc, au XVe siècle. Les premiers manuels italiens de danse nomment et classent les pratiques en des genres distincts. Donc pour conclure cette première partie, cette sous-partie, cette deuxième sous-partie de la première partie, on peut danser au Moyen-Âge, mais c'est selon certaines conditions strictes. Pour faire très simple, c'est au bon moment, au bon endroit, modestement, modérément, dignement, entre personnes convenables et pour de bonnes raisons. Car il faut rappeler que, selon l'auteur que j'ai cité tout à l'heure, ou selon Warren Peset, la responsabilité humaine envers les émotions est alors réduite au strict minimum. Tout ce qui vient du cœur vient ou du diable ou de Dieu, qui oriente ses pensées et ses sentiments de telle sorte qu'il semble impossible de s'en débarrasser. Il appartient seulement à l'homme de choisir qui l'habite, écrit Warren Peset. Ainsi, les danseurs et les danseuses, en choisissant leur danse, et c'est tout ce qu'ils peuvent faire finalement, en choisissant certaines danses et en choisissant de renoncer à d'autres, stimulent par leur mouvement des pensées et des émotions moralement positives, vertueuses, lorsqu'ils ont fait le bon choix. Au fond, cela correspond probablement à l'idée de laisser Dieu agir en soi. Et comme l'écrit Warren Peset pour finir, Dieu attend de l'homme un engagement affectif. Il ne s'agit pas d'écarter complètement ses émotions. Et vraisemblablement, la pratique de certaines danses au Moyen-Âge concourt également au salut par cet engagement joyeux du corps qui à la fois manifeste et augmente la joie, une sorte d'encouragement à ressentir, à exprimer la joie par la danse. Alors comment désormais les émotions sont-elles conçues dans ce que l'on appelle les philosophies du sujet ou les philosophies de la conscience, c'est-à-dire ces doctrines dans lesquelles le sujet pensant est le fondement de la connaissance et des valeurs qui motivent l'action humaine. Que se passe-t-il lorsque les causes externes, que sont donc les puissances divines ou diaboliques que nous venons d'étudier, sont remplacées par le sujet pensant comme principe premier, selon la célèbre formule de Descartes, cogito ergo sum. Et cela se reflète-t-il dans la danse, cette forme de révolution copernicienne dont parle Kant, qui met non pas le monde au cœur de la quête de connaissance, mais le sujet lui-même. Donc, ma deuxième partie est intitulée « Dompter les émotions pour se libérer du corps ». Première sous-partie, le pouvoir de la volonté. À l'époque moderne, le sujet connaissant, l'homme ou l'être raisonnable, devient le centre, comme je viens de le dire, de la connaissance et n'est plus simplement passif par rapport à une réalité extérieure. La personne a une volonté, une faculté de se déterminer elle-même d'après des principes rationnels. Elle est un être essentiellement moral, responsable de ses actes. Dès lors, l'inconvénient principal de certaines émotions négatives est de freiner, voire d'empêcher, non plus tant le salut, comme c'était le cas au Moyen-Âge, que l'accomplissement de soi par l'accès à l'autonomie
ou la réalisation de la liberté. Pour le dire de manière peut-être un peu caricaturale, se laisser aller aux passions, au désordre des désirs insatiables et perpétuellement renouvelés, ou métaphoriquement, se laisser porter par les flots, pousser par les vents, laisser les chevaux mener la calèche, ou encore tourner en rond dans une forêt sans boussole, c'est encourir le risque d'une vie assujettie, d'une vie de dispersion et, dans le pire des cas, d'errance perpétuelle et de perdition. Donc c'est risquer finalement d'échouer à donner à son existence un sens, au propre comme au figuré, c'est-à-dire donner à son existence une direction, un cap à tenir. Alors dans le dernier article des très célèbres Passions de l'âme, l'article 212, le rationaliste René Descartes écrit au sujet des passions que c'est d'elles seules que dépend tout le bien et le mal de cette vie. Au reste, dit-il, l'âme peut avoir ses plaisirs à part. Mais pour ceux qui lui sont communs avec le corps, ils dépendent entièrement des passions, en sorte que les hommes qu'elles peuvent le plus émouvoir sont capables de goûter le plus de douceur en cette vie. Il est vrai qu'ils y peuvent aussi trouver le plus d'amertume, lorsqu'ils ne les savent pas bien employer, et que la fortune leur est contraire. Mais la sagesse est principalement utile en ce point qu'elle enseigne à s'en rendre tellement maître et à les ménager avec tant d'adresse que les maux qu'elle cause sont fort supportables et même qu'on tire de la joie de tous. Alors, je voulais quand même lire la totalité de cet article qui est vraiment au cœur de notre sujet. Je vais un petit peu maintenant davantage commenter son propos. Donc, pour résumer ce que dit Descartes, afin de vivre heureux, de vivre, selon ses termes, une existence de douceur, de joie, nous pouvons et devons maîtriser nos émotions, bien les employer, écrit Descartes. Le cas échéant, notre existence sera plutôt amère. Mais la question qui nous intéresse est la suivante. Que pouvons-nous contrôler de l'émotion et comment le faisons-nous, surtout ? Alors, d'une part, une émotion a des causes et manifestations biologiques internes que Descartes s'attache à décrire. Par exemple, il définit la tristesse comme, je cite, une langueur désagréable en laquelle consiste l'incommodité que l'âme reçoit du mal. Alors, les manifestations vraiment physiques, biologiques, internes, les manifestations du corps sont les suivantes. Le pouls est faible et lent. On sent comme des liens autour du cœur qui le serrent et des glaçons qui le gèlent et communiquent leur froideur au reste du corps. C'est l'article 92 et l'article 100 des Passions de l'âme. Mais d'autre part, outre ces causes et manifestations biologiques internes, et c'est ce qui nous intéresse ici, la tristesse et les autres passions ont des expressions visibles, manifestes, des signes extérieurs, comme dit Descartes, dont les principaux sont les actions des yeux et du visage, les changements de couleur, donc la peau qui rougit ou qui pâlit, on ne devient pas non plus un arc-en-ciel de couleurs diverses, quoiqu'on peut avoir une peur bleue, ou verdir aussi de jalousie, j'imagine. Mais aussi donc les tremblements, la langueur, la pâmoison, les rires, les larmes, les gémissements et les soupirs. Article 112 des Passions de l'âme. Donc dans la plupart des situations, ces manifestations émotionnelles, nous les comprenons facilement, comme le suggère ici Descartes, qui écrit à l'article 113, « Il n'y a aucune passion que quelque particulière action des yeux ne déclare. Et cela est si manifeste en quelques-unes que même les valets les plus stupides peuvent remarquer à l'œil de leur maître s'il est fâché contre eux ou s'il ne l'est pas. » L'article 113. Alors cet exemple évoque donc l'existence d'une forme, sinon de langage, ou au moins de communication par les manifestations émotionnelles, lesquelles ont un sens identifiable, déchiffrable, compréhensible par tous, même les plus stupides. Mais encore faut-il distinguer deux types de manifestations émotionnelles. D'abord, celles sur lesquelles nous n'avons pas d'emprise. Pour rejoindre toujours notre problématique de la passivité,
ou du contrôle actif. Donc, celles sur lesquelles nous n'avons pas d'emprise sont, par exemple, les changements de couleur. On parle des cartes à l'article 114. Même si on n'est pas des caméléons, parfois notre peau, effectivement, se teinte de diverses manières en fonction de nos émotions. On ne peut pas si facilement s'empêcher de rougir ou de pâlir, dit Descartes, lorsque quelque passion y dispose, parce que ces changements viennent du cœur, lequel on peut nommer la source des passions en tant qu'il prépare le sang et les esprits à les produire. Ainsi, poursuit-il, la joie rend la couleur plus vive et plus vermeille, article 115, tandis que la tristesse fait paraître le visage pâle et décharné, article 116. Ensuite, et cela complique un petit peu le langage émotionnel, mais c'est intéressant de le noter, les expressions émotionnelles nerveuses et musculaires que nous contrôlons, donc sont une de ces deuxièmes sortes de manifestations, celles que nous contrôlons par la volonté et l'imagination dans l'intention de montrer ou au contraire de cacher nos émotions. Je cite Descartes. Généralement, toutes les actions tant du visage que des yeux peuvent être changées par l'âme lorsque, voulant cacher sa passion, elle en imagine fortement une contraire, en sorte qu'on s'en peut aussi bien servir à dissimuler ses passions qu'à les déclarer. L'essentiel du propos ici consiste donc en les deux points suivants, le principal effet des passions, comme l'écrit Descartes, ou le pouvoir de l'âme au regard du corps, article 40. Je les résume. D'une part, les émotions ont sur nous une influence incontestable, et c'est ce que nous avons tenté de montrer dans la première partie de cette conférence. Le principal effet de toutes les passions dans les hommes, écrit Descartes, est qu'elles incitent et disposent leur âme à vouloir les choses auxquelles elles préparent le corps. Par exemple, la peur l'incite à vouloir fuir, la hardiesse à vouloir combattre. Mais d'autre part, quelle que soit leur influence, les émotions ne peuvent rien face à la liberté absolue dont nous disposons. Et c'est bien le cœur de la pensée de Descartes ici, notre liberté absolue, notre volonté infinie qui nous apparente à Dieu, que nous partageons en fait avec Dieu. La volonté, dit-il, article 41, est tellement libre de sa nature qu'elle ne peut jamais être contrainte. Toute l'action de l'âme consiste en ce que, par cela seul qu'elle veut quelque chose, elle fait que la petite glande, donc c'est la glande pinéale dans le cerveau, à qui elle est étroitement jointe, se meut en la façon qui est requise pour produire l'effet qui se rapporte à cette volonté. Pour résumer, et pour conclure sur cette pensée cartésienne, malgré les effets et caractéristiques biologiques des passions, le sujet peut, par la puissance de sa volonté absolument libre, apprendre à contrôler ses manifestations et à en devenir le maître, d'après Descartes. Et c'est la grande différence, j'espère l'avoir mise en lumière, avec le Moyen-Âge qui précède, où finalement il n'y a pas vraiment de sujet, parce que l'on est tourmenté finalement par deux puissances supérieures que sont Dieu et le diable. J'en viens à la deuxième sous-partie de cette seconde partie, l'éloge de la raison par le langage du geste. Je me suis un petit peu appesantie sur Descartes, mais c'était pour ensuite faire le lien avec son expression dans la danse et notamment sur l'idée d'un langage rationnel du corps, du mouvement plutôt dans la danse. Cette maîtrise possible des émotions, leur soumission au contrôle de la raison et de la volonté est reflétée par l'art classique et notamment l'émergence progressive du ballet, le ballet classique. Le ballet de cour se mue progressivement dans ce qu'on connaît aujourd'hui comme étant la danse classique, en établissant des codes gestuels, des mouvements bien identifiables qui forment un vocabulaire académique et se caractérisent par un contrôle optimal, une quête de pureté, de perfection, d'élévation, de légèreté, d'apesanteur, un goût pour la prouesse et la virtuosité technique. En ce sens, l'expression par la danse constitue bien une forme de langage. Et pour étudier un petit peu cette notion de langage, je m'appuie en partie sur l'article de l'encyclopédie philosophique en ligne, Encyclophilo, donc l'entrée langage, qui est un outil
très utile et intéressant et en construction que je vous invite à consulter. Premièrement, donc, la danse, en quoi est-elle un langage ? Eh bien, premièrement, la danse est un agencement de gestes selon des contraintes. Des contraintes qui sont premièrement anatomiques. On n'y pense pas forcément, mais certains mouvements ne peuvent pas être effectués par notre corps. On ne peut pas plier certaines articulations dans des sens contraires, plier le bras dans l'autre sens. L'articulation du coude ne permet pas de plier le corps dans tous les sens, le bras. Donc les contraintes sont d'abord anatomiques, bien sûr, mais surtout ensuite les gestes sont agencés selon des contraintes codifiées académiques de telle danse ou de tel style de danse, de la même manière que nous agençons des mots selon des contraintes syntaxiques et grammaticales dans le langage. Et deuxièmement, les mouvements, de manière comparable à nos énoncés, ont pour nous une signification. Bien sûr, la différence, c'est qu'on ne peut pas assimiler, on va voir une différence entre les deux formes de langage, on ne peut pas assimiler totalement le langage des mots et le langage des gestes ou traduire l'un dans l'autre. On ne pourrait pas prendre une phrase chorégraphique et la traduire dans les mots et inversement, en général, sauf travail spécifique qui consisterait à faire ça pour un chorégraphe ou une chorégraphe. Alors en effet, dans la danse, il n'est généralement pas le cas que des significations complexes dépendent des significations des expressions simples qui les composent. Par exemple, dans une phrase comme « le temps est splendide ce matin ». Dans la danse, ça ne fonctionne pas comme ça. La signification chorégraphique ne s'obtient pas ainsi. On ne peut considérer que chaque geste a une signification univoque, propre, qui se combinerait avec celle d'autres gestes eux-mêmes signifiants. Si on parle certes de phrases chorégraphiques et même parfois de phrasés, comme on le fait en musique, par exemple, le terme n'est cependant donc pas exactement équivalent à celui de phrase dans la langue. Toutefois, la danse, comme nos expressions émotionnelles d'une certaine manière, a bien ainsi une dimension sémantique et une dimension même pragmatique. Alors sémantique, dans la mesure où ses caractéristiques chorégraphiques, esthétiques, disent des choses sur le monde, d'une certaine façon. Par exemple, la lenteur de gestes liés peut exprimer le sentiment amoureux, tandis que des mouvements plus vifs et saccadés seraient expressifs d'une forme de panique, de danger. Mais le sens d'un même geste, bien sûr, peut varier selon les contextes. Et puis pragmatique, la dimension donc pragmatique de la danse serait que la signification de la danse, des mouvements dansés, dépend d'un contexte qui la nourrit. Nous saisissons le caractère réjouissant, amusant, comique ou tragique d'une danse, en partie en vertu de la dimension narrative du ballet classique, de ses personnages, des qualités expressives de la musique aussi, et encore grâce à des connaissances plus générales sur l'esprit d'une époque, l'histoire de l'art, l'idéal classique, par exemple, d'atteindre la beauté des œuvres antiques, etc., etc. Les règles esthétiques et morales que s'imposent les auteurs classiques, vouant un culte à la raison, se retrouvent incarnées dans la danse. Clarté et élégance du style, volonté de plaire, de divertir et d'instruire le public, souci de l'équilibre, bien sûr, de l'ordre et de la mesure. On pense ici à ce qu'écrit Boileau dans l'art poétique, au chant 1, « La rime est une esclave et ne doit qu'obéir. Lorsqu'elle a bien cherché d'abord en ses vertus, l'esprit à la trouver aisément s'habitue. Au joug de la raison sans peine elle fléchit. Aimez donc la raison, que toujours vos écrits empruntent d'elle seule et leur lustre et leur prix. » En définitive, ce thème de la maîtrise des émotions par la raison, conforme à l'idéal classique de l'honnête homme, et transposé ici par Boileau, enfin repris de l'Antiquité, et transposé ici par Boileau au travail de maîtrise rationnelle de la langue poétique, eh bien, ce thème de la maîtrise des émotions par la raison se manifeste également dans la maîtrise parfaite du corps que montrent les contraintes et règles esthétiques du langage du ballet classique. Alors, je vois que le temps file. Je vais en venir donc assez rapidement à ma dernière partie. Jusqu'à présent, nous avons insisté sur des conceptions fortement dualistes de l'esprit et du corps, depuis l'Antiquité jusqu'à l'époque classique, en passant par le Moyen-Âge.
Donc des conceptions fortement dualistes de l'esprit et du corps, de l'intelligible et du sensible, du bien et du mal, de la raison et de l'émotion, comme s'il existait en chacun de nous 2 ordres de réalité radicalement distincts. Et donc une lutte interne ou même externe entre ces 2 entités. N'existe-t-il pas cependant de bonnes raisons, notamment lorsque l'on s'intéresse à la danse, d'atténuer ces distinctions, de mettre en question ces oppositions et de montrer leurs limites? Alors c'est ce que j'ai été amenée à faire à la fois par la pratique de la danse et dans mes écrits de philosophie et portée par le désir d'analyser en profondeur certaines citations que je rencontrais et notamment l'affirmation du notateur de danse Rudolf Laban, selon laquelle le mouvement est une unification ou une intégration du corps et de l'esprit, ce qui semble incompatible avec un dualisme fort, même complètement contraire à ce dualisme. Donc, 3e partie intitulée « Passivité et activité dans l'art et dans les danses modernes et contemporaines ». Ce sera plus bref, je vous rassure, que les parties précédentes. La première sous-partie s'intitule « Des émotions cognitives ». Je vais essayer de montrer un petit peu comment Nelson Goodman a introduit un tournant dans la réflexion esthétique, donc la réflexion de philosophique sur l'art au XXe siècle. Alors, le philosophe américain Nelson Goodman, qui est l'auteur donc, des Langages de l'art, une approche de la théorie des symboles, 68, mais aussi de manière de faire des mondes, Nelson Goodman a méticuleusement analysé et théorisé le fonctionnement des œuvres d'art et la compréhension à la fois émotionnelle et cognitive que nous en avons. Les émotions, pour lui, sont cognitives. Non seulement nous pouvons être émus parce que nous comprenons l'art que nous voyons, nous avons tous été émus face à des œuvres d'art de différentes sortes, mais nous comprenons de nombreuses œuvres d'art parce que nous sommes émus ou en étant émus par elles. Donc, c'est pas simplement que l'émotion surgit après coup, comme couronnant la compréhension d'une œuvre d'art, mais c'est que la compréhension l'émotion, est elle-même un mode de compréhension de l'art, des œuvres d'art, et pas seulement. En effet, les processus de compréhension en jeu face aux œuvres d'art ne diffèrent pas, selon Nelson Goodman, de nos capacités de compréhension de situations ordinaires, mais aussi de réalités scientifiques. Ce à quoi nous avons affaire, c'est à la compréhension, notamment de relations de référence entre. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la pensée de Goodman parce que là, j'ai plus le temps. Mais en tout cas, le fonctionnement cognitif ne diffère pas d'un domaine à l'autre. Autrement dit, d'une part, l'esthétique n'est pas un monde autonome qui ne s'adresserait qu'à notre sensibilité pure, et il n'est pas non plus pertinent de chercher dans l'art à tout soumettre à l'exercice et à la puissance de la raison pure, comme si c'était là à la fois la condition de création d'une œuvre réussie et la condition de possibilité de sa compréhension par son public. Dans la lignée de Nelson Goodman, plusieurs auteurs ont continué de réfuter la distinction entre la sensibilité et l'intelligence. Ainsi, le spécialiste de danse Graeme McPhee affirme que la distinction traditionnelle entre les problèmes de l'émotion ou du sentiment, d'une part, et les problèmes de la raison, d'autre part, est fausse. Il y a certainement des cas où le rationnel et l'émotionnel s'opposent, écrit McPhee, mais cela ne montre pas qu'une telle opposition existe toujours, dans Understanding Dance en 92, Comprendre la danse. Ainsi, certaines antinomies traditionnelles en philosophie empêchent la compréhension de ce que sont les émotions, comme de ce que sont les danses. Ce sont par exemple les antinomies du déterminisme et de la liberté, de la spontanéité et de la délibération, de l'objectivité aussi et de la subjectivité, et enfin de la passivité et de l'activité qui nous intéresse ici. Donc j'ai examiné ces antinomies dans un article intitulé « Le mouvement et l'émotion » dans Philosophie de la danse, et puis j'ai repris un petit peu toute cette réflexion dans Esthétique de la danse et d'une manière un peu
un peu plus accessible dans le dernier ouvrage, Danser une philosophie. Une réflexion philosophique sur l'art de la danse est enrichie par la thèse selon laquelle les émotions ne s'opposent pas à la rationalité. Loin d'être en lutte perpétuelle contre la raison, nos émotions témoignent de la complexité propre aux êtres humains que nous sommes, libres, réfléchis, capables de percevoir, de comprendre et de réagir aux choses qui nous entourent de manière objective et rationnelle, dans un sens large du terme rationnel, qui n'exclut pas la vie émotionnelle. Deuxième sous-partie, passivité et activité dans la danse. L'observation de la nature des mouvements, en particulier dans certains styles de danse occidentale à partir du XXe siècle, ce que je connais finalement le mieux pour les avoir aussi un peu pratiqués, révèle l'importance d'un usage passif du poids du corps dans les déséquilibres, les mouvements de rebond, les chutes, la force d'inertie qui suit certains élans, etc. Cela contribue au rejet par l'art moderne des académismes qui l'ont précédé, et notamment la danse classique. Une grande partie de la danse moderne et contemporaine est constituée par ce genre de mouvement dont la présence était bien plus réduite, voire nulle, dans le ballet classique. Cet usage mixte de passivité et d'activité concerne aussi bien la technique, les mouvements des différents vocabulaires de danse contemporaine, moderne et contemporaine, que l'interprétation, les qualités d'un interprète ou d'une interprète. Alors, comme l'a compris le chef d'orchestre Sergio Celibidache au sujet de la musique, et c'est un documentaire que j'avais suivi sur lui et qui m'a longtemps intriguée et que j'ai voulu creuser pendant des années finalement, essayer de comprendre en l'appliquant à la danse. Ce chef d'orchestre dit « Il ne suffit pas de savoir où poser les doigts sur un instrument, il faut entendre les sons avant de les jouer. On est à la fois actif et passif. On ne cherche rien, on laisse seulement le miracle se produire. C'est une chose indéfinissable, on ne peut rien faire d'autre que la laisser se produire ou la laisser venir. On essaie juste d'empêcher ce qui pourrait y faire obstacle. » La danse, elle aussi, semble consister en des actions, alors d'une part contrôlées par la volonté. Un danseur initie et contrôle, et il arrête ses mouvements quand il le décide, qu'il s'agisse de développer, de fondu, de plier, de tours, de sauts, de courses, de rebonds, etc. Mais la danse est aussi constituée de mouvements passifs et de manifestations involontaires, de surgissements incontrôlés de mouvements. Alors tout d'abord, des techniques de danse contemporaine, telles que celle de José Limón, exigent la maîtrise constante d'un mixte d'activité motrice et d'une utilisation plus passive du poids du corps, lequel est l'un des facteurs essentiels du mouvement selon Laban. L'obtention du relâchement optimal, préalable essentiel à la juste utilisation du poids dans la danse, fait ainsi l'objet d'un travail particulier dans l'entraînement du danseur et de la danseuse, grâce à diverses release techniques, des techniques de relâchement, et qui permettent ensuite l'obtention de nombreuses qualités de mouvement. L'inertie du poids est indispensable à l'effectuation des mouvements relâchés des bras et du buste, mais aussi dans les pliés, les rebonds, les déséquilibres et les chutes. Les danseurs doivent être capables de sentir et d'utiliser l'inertie qui suit les élans, c'est-à-dire les répercussions passives provoquées par une impulsion active d'une partie du corps sur le reste du corps. Ces mouvements, finalement, donc, consistent davantage à laisser faire qu'à faire quelque chose. Le danseur doit contrôler, en quelque sorte, une absence de contrôle. Donc, par ailleurs, ce qui vaut pour la technique vaut également pour les qualités d'interprétation chorégraphique, comme j'ai essayé de l'analyser ici et là. On attend généralement de bons interprètes qu'ils soient au service de l'œuvre, de la danse ou des gestes, qu'ils soient capables de se laisser conduire par eux sans perdre le contrôle, qu'ils se laissent aussi animer, mouvoir et émouvoir par la danse qu'ils effectuent. Sans cela, leur exécution s'apparenterait à la récitation d'un poème par cœur sans y mettre le ton. Et ainsi, de la même manière que l'on demande aux musiciens d'entendre les notes avant de les jouer, les danseurs doivent être capables de sentir et de se représenter les qualités de mouvement avant de les effectuer. Le terme d'ailleurs de pré-mouvement est employé dans le monde de la danse pour désigner cette réalité, ce pré-mouvement, ce qui vient avant le mouvement.
et qui va lui conférer sa juste qualité. Autrement dit, l'interprétation juste suppose de savoir se laisser affecter, tandis qu'une pure activité technique ne serait pas émouvante ou signifiante, ainsi que je l'ai soutenu dans mes différents ouvrages. Alors j'en viens rapidement à la conclusion, j'aurais aimé un petit peu développer ce point, mais c'est pas possible en 1 heure. Dans la vie quotidienne, finalement, comme dans la vie de la pensée, de la réflexion, et comme dans la danse, parfois nous menons et parfois nous sommes menés. Pour conclure donc, revenons brièvement à nos propos introductifs sur la philosophie comme réflexion désincarnée ou réflexion pure de la raison. Ce portrait est trompeur. Pour le philosophe, comme pour chacun, une pensée juste s'enracine dans le corps. Une réflexion sensée, pertinente, vivante et mise à l'épreuve du monde sensible, de la vie ordinaire et quotidienne. L'accès aux essences ne se fait pas, à mon sens, par un envol de l'esprit pur vers un ciel d'idées transcendantes, le ciel platonicien, mais par un désir de voir clairement et de saisir pleinement les émotions que nous vivons ici et maintenant. Comprendre le monde et l'existence n'implique pas de nier le corps, de le museler, de l'ignorer, ni de s'abstraire de la réalité quotidienne pour aller effleurer l'éternité des concepts immaculés. Comme le philosophe, nous ne pouvons abandonner notre corps ou notre chair dans la quête de vérité, de compréhension du monde. On pourrait dire que la capacité à réfléchir dépend de la capacité à ressentir. Afin de ne pas être vide ou vain, un raisonnement doit porter sur quelque chose, tel être, telle situation particulière. Autrement dit, l'activité philosophique suppose d'avoir été d'abord attentif, réceptif et peut-être affecté, un peu comme le danseur ne peut parvenir à sauter haut qu'après un plié suffisant des jambes sur de solides appuis au sol. Ainsi, si nous pouvons espérer parvenir au cœur des choses en cette existence, ce n'est pas en fuyant ou en mettant à distance les problèmes singuliers concrets, ou les émotions, mais en commençant par les affronter, par les embrasser dans un corps à corps. C'est ainsi une conception empiriste et réaliste, et peut-être même un peu pragmatique, plutôt que rationaliste ou idéaliste, que nous avons tenté de défendre ici. Je vous remercie pour votre attention. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.